Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à l'espace littéraire. Aujourd'hui, nous accueillons les fondateurs de Mosaïque interculturelle et Kukutana, en la présence de Kashmi, qui est complètement à ma droite, et des auteurs qui font partie de cette plateforme, des auteurs afro-descendants, des auteurs maghrébins. Donc, nous avons de droite à gauche, nous avons Karim Siger, Guéline Desrosiers, vous pouvez lever la main, Lounas Hassani, et puis moi je suis l'animatrice, voilà. Je suis aussi auteur, mais ici j'ai le chapeau d'animatrice. Alors, Kukutana, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Kukutana, c'est quoi ? Et je vais un peu lancer la question à Kashmi, mais avant, je vais d'abord vous les présenter et présenter leur parcours. Alors, Kashmi fait partie de Mosaïque interculturelle. Mosaïque interculturelle est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à promouvoir et à faire rayonner les cultures et les arts des communautés afrodescendantes francophones de l'Ontario. Donc, ils sont à Ottawa. L'organisation s'engage également à créer une plateforme d'échange dynamique au sein de la communauté francophone canadienne et à l'échelle internationale. Et c'est passionnant, ils ont déjà accueilli des auteurs d'Afrique lors de leur salon afro-canadien. La plateforme numérique de Kukutana, qui est en construction, je dois dire, la plateforme n'est pas encore active, constitue une vitrine diversifiée qui met en avant, à l'intention du milieu éducatif, une riche offre de services culturels proposée par des auteurs et autrices d'ascendance africaine. Cette offre englobe une variété d'expériences artistiques telles que des animations en littérature, des récits captivants et des mises en lecture inspirantes, des ateliers d'écriture stimulants pour développer la créativité. Il y a aussi au niveau poésie, des sessions de slam pour explorer la puissance des mots, des ateliers de langue africaine et créole qui enrichissent notre compréhension des différents univers. Alors, Kashmi Saint-Germain, on va découvrir un peu son parcours. Elle est née à Montréal et a grandi à Port-au-Prince, en Haïti. Elle a complété un certificat en études féministes à l'Université du Québec à Montréal. En 2017, elle a déménagé à Toronto pour entamer des études au Toronto Film School, où elle a obtenu un diplôme en production cinématographique. Et depuis 2020, elle travaille pour Mosaïque interculturelle, d'abord productrice et éditrice de vidéos et aidant occasionnellement sur d'autres projets au sein de l'organisation. Elle a été embauchée au poste de chargée de projet. Elle travaille sur divers projets, dont le camp d'été culturel, le salon des arts visuels et la tournée des salons. Et je m'arrête là parce que sinon, vu que tu as plusieurs chapeaux, la liste pourrait être bien longue. Karim, tu viens de Fort-de-France. Karim Siger, il est poète et auteur jeunesse, martiniquais donc. Il a vécu aux Antilles, en France, en Nouvelle-Calédonie et il est maintenant établi à Toronto. Il a retrouvé sa passion pour les mots après la naissance de sa fille, qui est fascinée par les contes fantastiques. Il a publié 8 ouvrages qui narrent les histoires créées par des vrais enfants qu'il rencontre et il est le fondateur de la plateforme Papa raconte une histoire. Merci. Alors, la position pour Karim de la figure paternelle au sein de l'éducation en utilisant les arts lui tient vraiment à cœur. Il articule ses ateliers autour de l'expression des enfants et l'encouragement à communiquer leurs sentiments. Lounas Hassani, il est né à Béjaïa, en Kabylie maritime. Il a quitté l'Algérie en 2001
pour poursuivre ses études en France, à Paris. Je suis désolée de t'avoir sauté, Guédeline, c'est l'ordre de mes textes, mais je fais un petit retour sur toi. En 2006, il immigre au Québec. Il enseigne présentement dans une école francophone à Ottawa. Il a publié 2 romans aux éditions L'Interligne, La coureuse des vents qui est sorti en 2016, et La République de l'Abîme en 2017 et Le Fou d'Alam en 2022 avec les éditions David. La transmission et le partage de l'écriture littéraire est pour lui un espace d'altérité pour la rencontre de l'autre et la rencontre des autres. Et Guédeline Desrosiers. Guédeline est née en Haïti. Elle est arrivée au Québec à l'âge de 4 ans. Elle est enseignante au primaire et passionnée d'écriture. Elle s'implique activement auprès d'organismes dont la mission est de soutenir la réussite et la persévérance scolaire des jeunes. En 2021, Guédeline publie son premier album jeunesse issu d'une collection Lily Rose, La Rencontre. À partir des thèmes visités dans son livre, l'auteur met en place plusieurs ateliers littéraires et créatifs ayant pour but de faire rayonner la diversité culturelle et de valoriser la littératie auprès des plus petits. Guédeline Desrosiers va à la rencontre des jeunes partout à travers la francophonie pour lire, pour écrire et pour faire rêver. Donc voilà un petit peu un survol de nos auteurs et de Kashmi qui représente Mosaïque interculturelle et Kukutana. Et là, je reviens à ma première question, Kashmi, Kukutana. Alors ça veut dire quoi? Ça vient d'où? En fait, Kukutana signifie rencontre en Kikongo, en Swahili et aussi en Lingala. Donc c'était important pour nous de choisir un mot, pas nécessairement français, et qui vient nous rejoindre dans notre afrodescendance. Et Kukutana, rencontre, ce mot rencontre, c'est pour encourager la rencontre entre les auteurs afrodescendants et le milieu éducatif. Voilà. Donc c'est un mot qui vient d'où? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. C'est un mot en quelle langue? C'est en Kikongo, en Swahili et en Lingala aussi. Ah d'accord. Donc la plateforme est en construction pour le moment, elle n'est pas active, hein? Oui, donc le lancement est prévu pour mars 2024. Là, on est encore en construction, donc les vidéos sont prêtes avec les auteurs que vous voyez ici pour le lancement en 2024. Là, c'est la conception de toutes les fiches pédagogiques, montage de vidéos et la conception de la plateforme en elle-même. Voilà. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment va fonctionner cette plateforme et quel est le but de cette plateforme, l'objectif, et que font ces 3 auteurs qui sont là? Quel est leur lien avec cette plateforme-là? En fait, le but de la plateforme, c'est vraiment de faciliter le contact entre les auteurs afrodescendants et le milieu éducatif, parce que nous, on a eu beaucoup de demandes, mais on a trouvé qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre nous, les auteurs, et les enseignants qui nous ont contactés. Donc, on s'est dit ça serait bien d'avoir une plateforme qui donnerait des informations. Par exemple, le groupe d'âge, la durée, le type d'activité et les disponibilités des auteurs et aussi les frais pour ces activités-là. Et comme ça, quand l'enseignant se rend sur la plateforme, il a toutes les informations qu'il lui faut et il sait déjà à quelle date il souhaiterait que l'auteur vienne. Donc, toutes les informations sont là et il contacte l'auteur de façon plus ou moins directe. Et comme ça, il a son atelier sans avoir 10 allers-retours. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est beaucoup plus direct. Et les auteurs sont là pour nous parler de leur expérience avec la plateforme, mais aussi avec les ateliers. Parce qu'ils ont fait des ateliers avec nous, avec les écoles. Donc, ils pourront vous témoigner des allers-retours qu'on a eus par rapport aux demandes, aux énormes demandes qu'on a eues. Juste en 3 ans, depuis qu'on fait le salon et puis avec les ateliers aussi. Alors, pour résumer, donc c'est une plateforme qui facilite la mise en contact des auteurs et des mondes de l'éducation. Elle est pour l'instant complètement gratuite, je pense, avec des frais minimes juste d'administration. Donc les auteurs, c'est une façon aussi pour eux d'être rémunérés. Il y a vraiment l'aspect monétaire. On essaie aussi d'aider les auteurs. Et
elle dévoile une panoplie de thématiques et s'adresse à plusieurs niveaux, primaire, secondaire et collégial. Donc voilà un petit peu la plateforme. Là, je vais demander aux auteurs, les 3 auteurs qui sont là, et puis n'hésitez pas, on y va de façon très libre. Pourquoi avez-vous adhéré à cette plateforme? Alors, on a fait un échantillonnage. Là, on est en projet pilote et on a à peu près une quinzaine d'auteurs et vous faites partie de cette cohorte. Pourquoi avez-vous répondu oui à ce projet? Je vais commencer. Déjà, principalement, nous sommes des auteurs jeunesse, donc on a déjà une adhésion particulière à tout ce qui est pédagogie, au partage avec de culture, le partage de nos expériences aussi avec la jeunesse. Donc c'était clairement quelque chose qui était motivant pour nous, en tout cas. Je parle pour moi en particulier, mais je me permets de parler pour nous, d'aller de l'avant et d'aller au contact de cette jeunesse et de la génération future, leur donner, échanger avec eux cette passion qu'on a pour les mots, cette passion qu'on a aussi pour notre culture, et puis leur faire découvrir, c'est leur faire voyager, leur faire apprécier les mots et leur faire comprendre un peu la puissance des mots, tout en allant à leur rencontre, leur donner des options, leur donner le goût de communiquer et d'utiliser les mots pour manifester ce dont ils ont envie. Moi, j'ai accepté, j'étais très, très, très heureuse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, j'étais heureuse de pouvoir avoir accès à cette plateforme-là, d'abord et avant tout parce que je suis enseignante. Donc, moi-même, je suis souvent à la recherche d'auteurs de la diversité pour amener... je dirais cette différence-là, mais ce regard différent et cet aspect de représentation pour les élèves. Et c'est très, très difficile à trouver. Puis vous le savez peut-être, les enseignants cherchent du temps, un peu comme tout le monde, mais cherchent beaucoup à économiser, à garder du temps pour justement travailler avec les jeunes. Donc, le fait d'avoir une plateforme comme ça, en tant que prof, je sais très bien que c'est utile, mais en tant qu'auteur, c'était une vitrine pour permettre à qui est intéressé, à voir un peu ce que je fais, ce que je propose, parce qu'aller proposer des activités, c'est pas toujours évident. Et sur cette plateforme-là, c'est que tout y sera. Donc, je pense que c'est quand même 2 bonnes raisons pour lesquelles, oui, j'ai adhéré. Bonjour tout le monde d'abord. Alors, je dirais la même chose comme ma collègue. Moi, dans la vie, je suis enseignant avant que je devienne écrivain. Et donc, on va dire, c'est mes 2 passions. La plateforme m'a tout de suite parlé dans la mesure où c'est un prolongement de la passion première qui est l'enseignement, encore que l'écriture soit moins fatigante que la première passion. Mais disons que je vis quotidiennement cette problématique avec les enfants. Personnellement, j'ai animé pendant de longues années un cours de littérature jeunesse au sein des écoles où j'ai enseigné. Et donc, je me suis dit, voilà, enfin une plateforme qui nous parle et puis qui est multiple, qui a des propositions qui sont à l'épicentre du réel, j'allais dire, qui sont dans une connexion totale avec la réalité de l'enfant, avec aussi bien la diversité des sujets qu'avec la diversité qu'apportent tous les gens, tous les acteurs qui sont aujourd'hui avec Cocotana. Alors, moi, je vais aborder cette plateforme et je vais commencer par Kashmi d'un point de vue pédagogique et aussi tout simplement technique. Au niveau de la technologie, donc on peut voir à l'écran, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre en haut à droite. L'utilisateur, un petit peu comme nos comptes de facturation, a accès donc à plusieurs rubriques. Il peut aller voir son agenda, il peut aller voir les demandes, etc. Mais il me semble que vous êtes débordés, par exemple, lors du mois de l'histoire des Noirs, les étés avec les camps d'été, il y a beaucoup de demandes. Vous êtes un organisme nouveau avec des moyens de bord aussi limités. Et à ce moment-là, il y a un afflux de demandes qui arrivent pendant ce mois-là ou pendant l'été. Quel est l'avantage qu'apporte cette plateforme au niveau technologique et au niveau pédagogique? Kashmi, je commence peut-être toi avec le niveau technologique et puis on donnera la parole aux auteurs au niveau pédagogique.
Je dirais au niveau technologique, déjà, Kokutana aura sa propre équipe. Il y aura une personne qui fera les suivis aussi avec les auteurs parce que les demandes vont se faire directement sur le site. Et aussi, il faut s'assurer que les auteurs soient... Il y aura un temps de réponse. Et après ce temps-là, il y aura une personne de Kokutana qui fera aussi les suivis avec les auteurs pour nous assurer soit ils n'ont pas vu le courriel ou qu'est-ce qui se passe. Donc, au niveau technologique, on veut vraiment nous assurer que la plateforme soit d'abord intuitive, mais aussi qu'elle, nous assurer que les réponses, en fait, soient souvent positives et rapides. Parce que si quelqu'un va sur la plateforme et à chaque fois qu'elle veut avoir réservé les services d'un auteur, et soit la personne n'est pas disponible ou le temps de réponse est trop long, quelqu'un se décourage. Donc, on veut s'assurer de penser et de pallier à tous ces éventuels problèmes pour nous assurer de l'efficacité de cette plateforme. Alors, les auteurs auront l'occasion d'offrir des ateliers dans différentes écoles en Ontario ou au Québec aussi, ou bien c'est juste l'Ontario pour commencer? Non, ça va être Ontario et Québec, parce qu'il y a des auteurs qui sont au Québec, il y a des auteurs qui sont en Ontario. Ils doivent pouvoir offrir leurs services dans la ville dans laquelle ils sont, et ça va aussi faciliter leur déplacement. Donc, ils n'ont pas à se déplacer. Si c'est seulement en Ontario, des auteurs du Québec vont devoir se déplacer et c'est des frais de déplacement aussi auxquels les écoles doivent penser. Alors que si la personne peut offrir ses services dans la ville dans laquelle il est, dans la province dans laquelle elle est, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Il y a des ateliers virtuels aussi? Est-ce qu'on est, ou on est juste en présentiel? Pour le moment, on veut vraiment y aller avec le virtuel, en présentiel, parce qu'on a eu 2 ans de virtuel, c'était très bien. On a pu donner des ateliers. Quelqu'un qui est à Montréal donne des ateliers à Toronto. Toutefois, le présentiel est beaucoup plus intéressant et peut-être qu'éventuellement on va penser au virtuel parce qu'on veut aussi pouvoir donner des ateliers peut-être en Martinique, en Guadeloupe, en France, je ne sais pas. Donc, il y a cet aspect-là qui serait intéressant, mais pour le moment, on veut se concentrer sur le présentiel. C'est beaucoup plus intéressant pour vous aussi. Absolument. Voilà. Alors, je vais enchaîner avec Guédeline. Guédeline, au niveau des avantages peut-être pédagogiques que tu vois, surtout que tu es enseignante. Donc, quels sont les avantages pédagogiques? Tu nous en as un petit peu parlé, mais peut-être des points forts que tu pourrais faire ressortir au niveau de cette plateforme. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est sûr qu'avec une panoplie d'offres, d'auteurs différents, des thèmes différents, mais ce que ça permet à l'enseignant, c'est de pouvoir planifier sur une année. Comme on l'a dit précédemment, il y a des mois où il y a une forte demande, en l'occurrence le mois de l'histoire des Noirs, où les auteurs reçoivent beaucoup d'invitations. Donc, il y a des classes qui se font refuser des demandes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès le début de l'année ou même dès le mois de juin, à la fin de l'année, les enseignants vont pouvoir déjà aller visiter la plateforme, voir les auteurs, les thèmes qui sont visités, les offres d'ateliers qui sont offerts et pouvoir planifier selon leurs thèmes. Et les thèmes ne seront pas nécessairement des thèmes sur la diversité culturelle en soi, mais il y a des thèmes comme l'amitié, des thèmes comme le voyage, des thèmes comme la langue, jouer avec les mots. Donc, pour un enseignant, c'est une richesse. Et j'en profite pour parler d'un exemple. En fait, je suis allée dans une classe de tout petits à un moment donné pour faire une animation littéraire. Et je me suis présentée aux enfants. J'ai lu l'histoire, j'ai fait l'activité. Et à la fin de l'animation, les enfants se demandaient qui était l'auteur. Alors, dans leur imaginaire, en tout cas, du moins, c'est ce que j'ai compris, dans leur imaginaire, dans leur conscience, c'est probablement que j'avais pas l'image d'un auteur ou de ce qu'un auteur devrait être pour eux. Donc, moi, je trouve que cette plateforme-là, c'est donner un visage différent à ce qui peut être un auteur, puis c'est de permettre de rencontrer les enfants et de leur montrer des réalités différentes avec des thèmes et des sujets différents. Alors, je me permets de rajouter que Mosaïque Interculturelle, qui a lancé ce projet, a à peu près 80 membres d'auteurs. Donc, il y aura une diversité. Là, on a 2 auteurs jeunesse, mais il y aura aussi des poètes, des romanciers, des essayistes. Donc, effectivement, il y a une panoplie
de thématiques qui peuvent être abordées. Il y a des personnes aussi qui ont plus un regard social ou sociétal. Il y a des sociologues, il y a des ingénieurs qui sont aussi auteurs, qui s'intéressent à d'autres problématiques. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, on a aussi quelqu'un en robotique. Et En robotique. Oui. Donc, L'histoire aussi, on a des auteurs qui des vont historiens. enseigner à des historiens. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, c'est vrai que Google est assez rapide, ChatGPT aussi, mais avoir la plateforme qui rassemble toutes ces thématiques dans un seul endroit, ça peut faire gagner beaucoup, beaucoup de temps de recherche aux enseignants et au monde de l'éducation. Alors, au niveau pédagogique, j'aimerais bien entendre Lounas et Karim. Oui, en effet, comme on l'a souligné, en étant enseignant, on est appelé souvent à avoir une planification qui s'additionne à la planification déjà lourde. Et souvent, ce n'est pas si évident. L'année passée, lors d'un salon de livres, c'est le salon du livre de l'Outaouais, j'étais assis à côté d'un auteur qui avait écrit un livre c'était quelques jours avant, je pense que c'était en plein mois des Noirs, le mois de février, et il avait fait un livre, un petit livre d'une cinquantaine de pages pour résumer grosso modo la traite négrière dans le monde. Et j'ai dû utiliser ce livre pour le présenter à mes élèves et puis à beaucoup de classes. Ce qu'offre la plateforme, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire sur cette question. D'abord, l'originalité. Quand un auteur, quand un ingénieur, quand un historien arrive dans une classe, il arrive avec un œil singulier, un regard autre. C'est déjà en soi une altérité, une autre proposition qui est différente de ce que l'enfant voit quotidiennement. Et puis, il y a la question de l'universalité, de l'altérité, parce que l'enfant, souvent, que ce soit au primaire ou au secondaire, a une charge, et c'est toujours intéressant pédagogiquement d'aérer son espace, d'élargir son espace. J'ai regardé un petit peu les différentes thématiques qui sont proposées par les auteurs, par tous les gens qui y participent, et j'ai trouvé ça génial dans la mesure que c'est nécessairement, immanquablement une addition pour l'enfant, pour l'éducation, pour la pédagogie de l'enseignement, etc. Oui, il y a aussi le regard que l'enfant pose en la traversée du miroir, en voyant la figure de proue qui lui ressemble. Ah bon, madame, vous êtes ingénieure et vous êtes aussi auteur, vous êtes aussi illustratrice, vous êtes aussi... Donc, c'est une possibilité pour cet enfant-là de se projeter dans ce rêve au niveau professionnel. Karim, tu as quelque chose à rajouter au niveau pédagogique, il me semble, parce qu'il y a la voix du papa qui raconte. Donc ça, c'est un autre angle. C'est un angle super intéressant, hein, la lecture avant les dodos. Exact. Donc moi, je ne suis pas enseignant, mais c'est vrai qu'en allant à la rencontre des enseignants et en allant dans les classes, c'est vrai qu'on voit effectivement qu'on se positionne en tant que partenaire des enseignants. Je pense que la pédagogie, elle évolue. La technologie aussi, elle évolue. Les enseignants, ils ont besoin de partenaires issus de diverses cultures, de diverses perspectives, perceptions artistiques pour justement étayer leur programme et puis rendre aussi ludique, tout ce qui est l'apprentissage. Je pense que dans la programmation de leur année scolaire et puis dans leur accompagnement, je pense que nous, on se positionne via cette plateforme en tant que partenaire de ces enseignants pour les aider justement à enseigner le plus de choses que possible à ces enfants, mais surtout aussi à leur donner plusieurs méthodes, plusieurs canaux d'apprentissage. Je pense que moi, dans mon cas, par exemple, je suis architecte d'entreprise la journée, donc c'est clairement une autre perspective qu'ils ont. Et puis il y a aussi ce côté qui me tient à cœur, moi, en tant que papa, et de la représentation masculine aussi, autant dans les salles de classe, mais dans l'accompagnement pédagogique des enfants, dans l'art, que ce soit l'art des mots, l'art visuel. Je pense qu'il y a un positionnement aussi que la plateforme va contribuer à présenter de la figure masculine au sein de la pédagogie.
Alors, je vais vous poser une dernière question qui s'adresse à tous et puis on va prendre une petite pause avec le public parce qu'on a besoin d'entendre vos voix. Kukutana, c'est une rencontre et on vient vous rencontrer. Quelles que soient vos professions, votre angle de vue en tant que parent, enseignant ou utilisateur, usager de tous les jours, on a besoin aussi de vos réactions. Alors la question est la suivante. La question est d'abord pour Kashmi, effectivement, ça va être la question qui tue. Pourquoi créer un organisme qui regroupe les Afro-Canadiens, les descendants afro, les Maghrébins? Pourquoi créer une plateforme où il y a juste ces auteurs-là? Y a-t-il un risque possible de marginalisation des auteurs afrodescendants en les regroupant tous ensemble sur une plateforme spécifique? En fait, la création de cette plateforme vient tout simplement de la demande. On a une forte demande pour spécifiquement trouver ces auteurs-là. Donc, cette plateforme existe pour faciliter cette recherche, tout simplement. Donc, si tous ces auteurs sont sur cette plateforme, c'est des gens qu'on cherche déjà et des fois qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, cette plateforme vient faciliter. Toutes ces personnes sont sur une plateforme et on peut trouver la diversité des sujets qu'ils abordent aussi. Donc, par exemple, il y a une dame qui parle de deuil aux enfants, de deuil et qui parle des papas aussi. Et on n'a pas énormément de livres qui parlent des papas ou de deuil. Donc, si quelqu'un essaie de trouver un sujet, quelqu'un qui parle de ces sujets-là, sur la plateforme, elle peut le trouver et c'est une personne de la diversité aussi. Donc, c'est plus que diversité, mais c'est aussi la pluralité des sujets. Voilà. Je te remercie. Je vais inviter les auteurs aussi à compléter. Est-ce que vous avez évalué cette préoccupation, cette question de la marginalisation, comment vous la vivez autant au quotidien que sur la plateforme et quel regard vous posez là-dessus? J'ai envie de commencer par une citation de Carlo Goldoni, le fondateur du théâtre moderne italien. Il dit qu'il n'a jamais quitté son pays est plein de préjugés. Je pense que Kukutana est d'ores et déjà un espace du multiple, un espace de la rencontre. L'idée première, c'était justement d'aller auprès des enfants ou auprès des adolescents et de partager une expérience et de partager un regard qui s'insère dans l'universel. Donc, nous avons tous été tout de suite interpellés par la plateforme dans la mesure, justement, qu'elle est là pour nous dire davantage que ce regard qui a un regard qui s'insère davantage dans l'universel, davantage dans la rencontre et qui est au service de l'enfant. Nous arrivons d'horizons divers, d'identités diverses, mais nous sommes dans l'identité, j'allais dire, de la co-construction, du partage réciproque. Merci, Lounas. Karim, tu veux peut-être apporter ton point de vue par rapport à cette possibilité de marginalisation? Oui, tout à fait. Je pense que la question est légitime parce que dès qu'on lance un projet à connotation culturelle, la question se pose. Puis moi, j'ai l'impression, mon ressenti, c'est toujours de dire qu'une culture, elle est reconnue par son rayonnement. Donc je pense que là-dedans, Kukutana, comme on dit, ça signifie rencontre. Ce qui dit rencontre dit connexion. Donc là, on essaye plus de faire des ponts avec cette culture, la partager. Donc c'est clairement pas le but de ségréger, mais plutôt le but de communier et de partager cette culture pour que, comme on dit souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas. Kukutana est là justement pour faire connaître la culture afro et aussi lier toutes les cultures ensemble, parce que c'est une culture qu'on ne connaît pas, c'est une culture à laquelle on n'adhère pas, et puis c'est une culture dont on a peur. Donc là-dedans, je pense que le Kukutana se positionne comme un outil justement pour communier plutôt que ségréguer. Alors ce que je vais vous proposer là, c'est peut-être de demander au public d'intervenir. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est disponible. Ça peut être par rapport à ce qu'on vient de dire. Ça peut être aussi des suggestions. Nous accueillons des suggestions. Nous sommes en construction. Donc, d'abord de vous identifier par rapport soit à votre métier ou pourquoi vous êtes venu assister à ce débat.
et puis enrichir le dialogue. Merci de briser la glace. Ça me fait plaisir. Justine, future maman. Pour rapprocher Il faut rapprocher un peu, oui. Vous m'entendez? Ok. Justine, future maman. Je travaille en ressources humaines, donc rien à voir avec l'enseignement ou quoi que ce soit. Je trouve que cette plateforme, c'est une super belle façon d'offrir de la représentation aux enfants de tout milieu, de tout, et sur tout sujet, au-delà de la diversité, au-delà de tout ça. Donc, c'était moins une question, moins un commentaire, moins une suggestion, mais plus des félicitations. Je suis super contente de savoir que dans le futur, mon enfant pourra avoir accès à des auteurs de tout horizon, parler de tout sujet, qui peuvent avoir un lien avec la diversité ou pas. Donc, félicitations pour ça et bravo à tous les auteurs qui adhèrent à cette plateforme. Merci. Et je tiens à souligner que le travail de Mosaïque interculturelle et donc Kukutana est un travail colossal parce qu'ils sont vraiment une équipe réduite. Donc on est vraiment dans un mode collaboration, investissement sans compter les heures. Bonjour. Bonjour. Je suis maman. Un peu plus proche le micro. Je suis maman, donc très impliquée dans ma communauté et dans les écoles de mes enfants. Puis je voulais savoir en tant que citoyen qui adhère vraiment à ce projet, comment on pourrait vous aider, vous accompagner d'une manière ou d'une autre, que ce soit au Québec ou en Ontario. Ah, c'est une belle question. Alors, moi, je vais y aller d'un point de vue tout simplement marketing. Je pense qu'au niveau du lancement, au niveau du pré-lancement, de faire le maximum possible pour qu'il y ait des partages, des clics de partage. C'est beau les likes, c'est beau les cœurs, c'est beau les mains qui applaudissent, mais pour se faire connaître, il faut partager. Donc, peut-être on va réfléchir sur des stratégies de diffusion, de promotion et de partage pour se faire connaître. Puis j'aimerais rajouter aussi, on a beaucoup parlé du milieu scolaire, mais on vise aussi le milieu communautaire aussi. Et il y a beaucoup de bibliothèques qui recherchent aussi des auteurs de la diversité culturelle afro. Donc, c'est vraiment de faire le partage et de demander ces auteurs-là. Moi, je leur dis aux parents ou aux gens que je rencontre, demandez ces auteurs-là aux bibliothèques, demandez-les aux écoles. Donc, c'est vraiment de faire passer le mot. Et après ça, le travail va se faire. Parce qu'une plateforme comme celle-là, si elle n'est pas utilisée, elle ne sert à rien. Et souvent, on a les ressources, mais c'est qu'elles ne sont pas utilisées. Donc, vous allez être des multiplicateurs pour la plateforme, des agents multiplicateurs, voilà. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose en tant qu'animatrice, mais c'est vrai que faire rayonner la francophonie, peu importe sa source, c'est faire rayonner la francophonie québécoise. On devient un modèle, un reflet de la diversité et les autres pays francophones nous regardent également. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions au niveau du public ? Non. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une petite pause littéraire en demandant aux auteurs soit de nous lire un passage de leur livre, parce qu'on parle quand même de littérature, ou soit de nous résumer, soit la 4e de couverture, ou l'histoire, en nous disant voilà comment j'écris cette histoire. Moi, je suis toujours passionnée quand je rencontre un auteur de savoir les méandres. J'aimerais bien rentrer dans sa tête et comprendre ce processus créatif, le processus d'assembler ces mots, d'où il tire son inspiration. Donc, vous avez le choix soit de lire un passage ou de nous parler un petit peu de votre processus créatif. Moi, je vais vous parler peut-être de mon dernier roman, Foudalam. Foudalam devait s'appeler au départ L'amour au temps du coronavirus et de la colère. Par rapport au célèbre titre de Gabriel Garcia Marquez, mais comme n'est pas Gabriel Garcia Marquez qui veut, je me suis contenté de Foudalam. L'histoire se passe dans un espace, dans un petit village en Méditerranée, en Kabylie. Et c'est une histoire d'amour une histoire d'amour interdite
entre un philosophe. Le choix du philosophe, c'est par rapport à l'impensé, aux questions qui fâchent, à la question de la vérité, parce que ce sont des questions qui se posent à toute l'humanité et à plus forte raison à une société comme la mienne, l'Algérie. Et puis, l'histoire d'amour se passe au milieu de la pandémie et le roman se pose quelques questions essentielles. La question centrale est qu'est-ce qui change le monde? Qu'est-ce qui change les sociétés? En vérité, dirait la philosophie, on ne change jamais le monde. On ne pourra jamais le changer. Le monde n'est qu'une suite de causalités. Mais il se pose quand même la question, par rapport aux grandes pandémies de l'histoire, est-ce que les sociétés ont changé brusquement? Est-ce qu'un grand événement, c'est ce qui arrive et qui est inattendu? Est-ce que c'est l'événement qui change les sociétés ou alors la vie quotidienne, la quotidienneté, les petites histoires d'amour, les petites rencontres, l'amour maternel, l'amour tout court, les amitiés, etc. Donc, la question de l'amour comme un pensée dans une société ultra-conservatrice. Et deuxièmement, la question de la pandémie, qui se pose la question, qu'est-ce qui adviendra de tout ça? Et puis l'autre question, en Algérie, on a vécu pendant 3 ans un mouvement protestataire qui a abouti au final à une répression féroce, d'où le titre au départ, l'amour au temps du coronavirus, c'est de la colère. Voilà. Merci. Effectivement, il y a des questions qu'on ne peut pas devancer. Là, il va y avoir la question de l'intelligence artificielle, comment on va y répondre, tant au niveau de la création qu'au niveau légal. Il y a plein de questions qui se posent et qui vont au-delà, sont des questions de société qui vont au-delà de la représentation d'un certain groupe ou pas. Guédeline, je vois que tu es prête à nous parler de Lily Rose. Qui est Lily Rose? Qui est Lily Rose? Alors, Lily Rose, c'est une petite fille. Tu veux peut-être nous montrer la couverture pour le public, voilà. Ou bien Karim peut nous montrer la couverture. Oui. Alors, je vous présente Lily Rose qui a la tête à l'envers, qui est comme ça, mais le livre, en fait, est de cette façon-là. Voilà. Voilà. Donc, c'est une petite fille. Alors, c'est une collection que j'ai écrite. J'ai commencé depuis 2014, mais qui a été publiée en 2021. Et depuis 2021, je suis rendue au 3e tome. C'est l'histoire d'une petite fille qui a 5, 6, 7 ans, 8 ans peut-être. Elle est espiègle, rieuse, coquine. Elle va à la rencontre d'un nouvel ami qui s'appelle Théo. En fait, c'est 2 personnages que je développe. Je peux vous montrer Lily Rose et Théo. Alors, dans ce premier tome-là, ce qu'on fait, c'est qu'on découvre les enfants, leurs traits de caractère, leur personnalité. On découvre Lily Rose aussi. Et ce qui est intéressant avec ces 3 œuvres-là, c'est que on est dans la tête de Lily Rose. Donc, l'histoire est narrée à travers le regard de la petite fille, à travers de Lily Rose. Donc, c'est elle qui raconte l'histoire. Tout au long des 3 livres, c'est qu'on va dans la vie de Lily Rose, de sa famille. L'histoire est écrite à hauteur d'enfant, j'aime le dire. C'est des mots d'enfant, c'est un regard d'enfant. Comme je travaille avec les enfants, je les observe, j'écoute les mots, les rimes, les histoires quand ils se fâchent. Dans ces livres-là, on va trouver les émotions. Et ce que j'aime dire, c'est que le personnage de Lily Rose, c'est une petite fille qui est espiègle. Donc, elle n'est pas toute sage. Des fois, en lisant le texte, il y a des sous-entendus que nous, adultes, on va comprendre. Des fois, les petits vont lire, ils vont passer par-dessus, mais les plus grands, qui ont peut-être 8, 9, 10 ans, vont comprendre. Donc, elle est pas la petite fille, stéréotypée. Je viens de publier mon dernier Lily Rose qui vient d'arriver littéralement cette semaine. J'ai reçu les boîtes. C'est Lily Rose, le plus beau des cadeaux, c'est le 3e. Donc, Lily Rose nous dit un peu ce qu'elle va faire pendant le temps des fêtes, bien sûr, célébrer Noël. Mais à travers cette célébration-là, elle va demander 10 cadeaux au Père Noël, 12 cadeaux, au Père Noël, et c'est 12 cadeaux, un pour chaque mois. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être vous lire
un des cadeaux qu'elle a demandé au Père Noël. Alors, ça commence pour le mois de janvier. J'ai demandé un tablier de chef, car c'est moi qui suis responsable de couper les légumes quand papa prépare la soupe joumou. Et c'est très court, hein, c'est des phrases qui sont très courtes, très simples, très accessibles aux enfants. Et dans le texte, soupe joumou, est-ce que... il y a des enfants ici. Est-ce qu'il y a des enfants qui savent c'est quoi la soupe joumou? Qui sait ici, dans les plus jeunes, qu'est-ce que c'est que la soupe joumou? La soupe giroumou. La soupe joumou. Je vais relire, OK? Pour le mois de janvier, j'ai demandé un tablier de chef, hein, pas n'importe quel tablier, un tablier de chef, car c'est moi qui suis responsable de couper les légumes quand papa prépare la soupe joumou. Alors, vous voyez, il n'y a aucun enfant qui semble savoir ce que c'est la soupe joumou. Dans mes histoires, ce que j'aime, c'est introduire des éléments culturels tout simples qui permettent d'ouvrir la conversation avec les enfants et d'aller d'une culture à une autre. Alors, la soupe joumou, c'est une soupe qui est faite dans la communauté haïtienne le 1er janvier. C'est une tradition. Ricardo a sa soupe joumou. OK, donc si vous googlez soupe joumou, vous allez trouver toutes sortes de soupes. Donc, c'est une soupe qui, culturellement, est très importante. Donc, il y a des enfants qui connaissent cette soupe-là. Alors, ça permet d'ouvrir la conversation. Toi, as-tu une soupe spéciale à la maison? Qui la prépare? Qu'est-ce que vous mettez dans votre soupe? Et l'illustratrice qui est merveilleuse, Mélissa Mathieu, elle a mis dans les illustrations les ingrédients. Donc, c'est une soupe de courge. Et à la fin de ce livre-là, je trouvais ça important d'intégrer un petit glossaire. Alors, quand je dis petit, il est très petit, il y a 4 mots. Merci, Karim. Il y a 4 mots, donc 4 mots en créole, parce que c'est ma langue maternelle, ou en tout cas, maternelle avec le français. Mais, alors, il y a soupe joumou, qui est cette fameuse soupe dont vous allez entendre parler le 31, parce que ça se prépare le soir au 31, il faut le boire le lendemain, et on la boit toute la journée. Il faut aller boire celle de grand-maman, celle de tati, celle de... Alors, Alors, c'est ça, il y a quelque chose derrière ça. Aussi, si on n'est pas chanceux, si on ne la boit pas, on est malchanceux pour toute l'année. Donc, ça permet d'ouvrir ces discussions-là. Il y a aussi compas, parce que Lily, elle dit qu'elle fait des pas et elle veut danser le compas, qui est une danse aussi. Il y a le mot grand-mère. On est capable d'aller chercher grand-mère dans toutes les langues avec les enfants, grande. Et finalement, fresco, qui est de la sludge. Fresco, qui est de la sludge. Donc, on fait des allers-retours entre les langues, entre les cultures, mais c'est très collé sur ce qui se passe ici au Québec, mais c'est dans le regard de Lily Rose, qui est une petite fille qui est probablement née ici ou née ailleurs, on ne le sait pas. En tout cas, on sent que tu t'amuses en écrivant ces histoires. Oui. On sent la petite fille qui remonte avec tes souvenirs d'enfance. Et le but, c'est que ce soit ludique et en même temps éducatif. Voilà. Là, je vais passer la parole à Karim. Papa raconte. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Alors, beaucoup de choses. Alors, moi, mon processus créatif est assez différent, assez atypique, parce que moi, je vais à la rencontre de vrais enfants, donc avec qui je passe du temps, avec qui on discute, j'apprends à les connaître. Je leur pose toujours la même question en premier. Qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous serez grand ? Puis ça peut partir dans des endroits assez extraordinaires. Donc, on a des super-héros, on a des médecins, on a des avocats qui font du karaté. Donc, il y a des combinaisons qui sont vraiment incroyables parce que l'imagination d'un enfant, c'est juste un vivier incroyable. C'est insatiable, en fait. Et moi, ce que j'ajoute, c'est que je rencontre aussi les parents. Et donc, j'ajoute des références culturelles à l'origine de l'enfant, à l'origine des parents. Donc, ça peut être des personnes des Antilles, et ça peut être des personnes d'Afrique, du Québec, de France. Et dans le livre qu'on finit par éditer, les références culturelles font voyager non seulement l'enfant, font découvrir un peu comme Lily Rose, la partie culinaire, les voyages, des coins particuliers dans les pays d'origine des parents, des animaux, des traditions, des mots dans la langue natale, ce genre de choses. Et à la fin, un peu comme dans Lily Rose aussi, je termine toujours par ce que j'appelle le marché de la culture. C'est un petit glossaire où on obtient du détail sur toutes les références culturelles qui sont dans le livre. Alors, ça donne des histoires vraiment atypiques. Et puis moi, j'adore ça parce que l'idée m'est venue de ma petite fille. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit les histoires de ma petite fille parce que
elle et moi, on aime beaucoup lire, donc on lit pratiquement tous les soirs. Et un jour, on s'est dit, pourquoi pas lire des histoires de ma fille. Donc ça nous a pris de penser tous les deux à qu'est-ce qu'elle aimerait faire, à partir dans des endroits incroyables. Puis ça a donné des histoires vraiment magiques qu'elle est allée raconter à ses amis, ses cousins, ses cousines. Et maintenant, ça s'est transmis. En fait, ils se sont tous rendus compte qu'on pouvait matérialiser ces idées qu'ils avaient, ces rêves qu'ils avaient et puis qu'ils ne savaient pas comment les communiquer. On arrive à les mettre sur papier avec des illustrations inédites. Puis je vais vous donner peut-être juste un avant-goût de l'histoire d'Eli, donc qui est un petit garçon qui vit à Toronto, qui est d'origine antillaise, martiniquaise et guadeloupéenne, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Et puis Eli, c'est ce qui est génial avec lui, c'est que vous lui posez la question un jour, il veut être quelque chose, puis le lendemain, il veut être totalement autre chose. Donc, ce qui fait qu'on en a déjà écrit 2 avec Eli. Et puis, en résumé, ça donne pour ce livre-là, qui est Le secret du dragon. Il voulait être un ninja qui chassait des dragons. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc à travers ces grands voyages, Eli, jeune garçon antillais, nous amène dans les plus belles régions du monde. Faisant preuve d'un courage incroyable, Eli obtient de nouveaux talents durant chacune de ses aventures. Dans ce récit, Eli part résoudre le mystère du dragon qui perturbe la tranquillité des espèces endémiques de l'île de Madagascar. Alors, c'est vraiment... moi, je prends vraiment du plaisir à écrire ces histoires parce que ça se termine toujours par une morale qui souvent fait réfléchir les enfants et aussi les parents. Et puis il y a toujours le côté ludique, le côté humoristique. Par exemple, dans Le secret du dragon, Eli étant persuadé qu'il allait chasser un grand dragon qui crache du feu, et il se retrouve face à face avec un petit dragon de Komodo au final, qui n'était pas bien effrayant. Et avec lui, il va se lier d'amitié parce qu'il découvre que le dragon, il criait et faisait peur à tout le monde juste parce que il avait une épine coincée dans la patte. Donc il y a toujours un côté moralisant dans mes histoires. Et puis c'est toujours moi le plus beau paiement que j'ai, c'est de regarder dans les yeux de l'enfant qui lit son histoire la première fois que je leur amène le livre, et les parents aussi, et puis de voir comment on matérialise tout ce qu'ils avaient en tête, et puis cette joie-là est communicative. Alors, on découvre des passionnés, des créateurs, des amoureux des mots. On a vu les étoiles dans leurs yeux. Effectivement, les artistes, quand ils se lancent dans la création, on sent vraiment qu'ils sont dans leur élément. Et là, je vais rebondir sur Kashmi. Alors, Kashmi, toi qui côtoies tous ces auteurs, ces créateurs, comment tu perçois l'évolution du paysage littéraire avec cette plateforme numérique? Souvent, on a un projet et le projet est évolutif, comme une œuvre littéraire, comme une peinture. Et on se dit, on va prendre une certaine route et la vie nous amène ailleurs. Alors, dans le meilleur des mondes, le rêve le plus fou de l'évolution de cette plateforme. Moi, je dirais, notre but avec cette plateforme, c'est vraiment d'assurer que les auteurs afrodescendants aient cette plateforme, mais que les écoles aussi aient cette plateforme pour rencontrer ces auteurs. Donc, dans le plus beau des mondes, tous les auteurs afrodescendants sont sur cette plateforme et ils ont aussi des tournées. En fait, ça finit sur des tournées même à l'extérieur du Canada, mais aussi autour du Canada. Parce que là, on est en Ontario et au Québec, mais il y a une demande au Manitoba, il y a une demande à British Columbia, en français, c'est Colombie-Britannique. Donc, idéalement, ces auteurs-là pourraient même, ça déboucherait sur une tournée dans ces régions du Canada qu'on n'a pas encore touchées, en fait. Donc, voilà. Alors, il nous reste 10 minutes. Moi, ce que je vais vous proposer, on va un petit peu conclure avec, comme faisait Pivot, juste un mot ou deux qui résumerait Kukutana. Et ensuite, on va vous donner la parole. Comme ça, vous pourrez encore partager des mots d'encouragement avec nous, nous faire des suggestions ou simplement nous poser des questions. 2-3 mots. Kukutana, c'est 2 points. C'est très difficile de terminer avec 2-3 mots, mais je vais dire
pluralité, multiplicité, altérité, vivre ensemble. Guedeline te dit etc., laisse-en pour les etc. autres. Je veux dire, si tu permets, Marie-Denise, j'ai en mémoire quelques titres de ce que propose Kokotana. Exemple, comment écrire un scénario, la littérature jeunesse, la philosophie expliquée aux enfants, des questions qui varient entre l'histoire, la technologie, l'intelligence artificielle, etc., qui sont ramenées dans l'espace éducatif. Je trouve ça exceptionnel. Et je vais terminer avec une phrase d'Aimé Césaire qui dit ma race, la race humaine, ma religion, la fraternité. Pourquoi je dis cette phrase? Parce que Kokotana s'insère aussi dans cet espace. On n'est pas là pour proposer une origine, on est là pour être dans l'universel, pour apporter notre brique à l'édifice citoyen de l'homme et de la femme. C'est vraiment bien dit, je te remercie. Et personnellement, moi, ce que j'aime beaucoup par rapport aux auteurs que représente Mosaïque, c'est de voir que ces auteurs aussi sont multiples dans leur voyage. Un Algérien qui nous parle de Césaire, une Haïtienne qui nous parle de Tar Benjeloun, etc., etc. Guedeline, à toi la parole. 2-3 mots, il t'en a volé quelques-uns, mais il t'en a laissé quand même d'autres. L'a fait exprès. 2 mots. J'ai pas fait attention. Hein. Simplement, rencontre. Alors, aller à la rencontre de l'autre, se rencontrer sur une page. Sur une page. Et je dirais accessibilité ou... oui, je dirais accès. Accès. Oui. Alors, accessibilité, j'ouvre une petite parenthèse. Cachemire, effectivement, accessibilité. Il y a aussi le langage des signes, il y a accessibilité. Au visuel aussi. Je te laisse enrichir là-dessus. Donc, effectivement, dans la vision du paysage littéraire à grandir, il y a toute l'accessibilité au niveau numérique aussi. Oui. Alors, mon premier mot, ça va être ouverture, parce que effectivement, on va faire une connexion avec diverses cultures et ramener ça au niveau pédagogique pour donner accès, comme tu disais, aux enfants à cette ouverture vers le monde et vers cette richesse de culture qui nous entoure, en fait. Et mon deuxième mot, ça va être présence. Présence, pour moi, ça a 2 connotations. La première, on va dire, c'est la présence de l'art et de la culture au sein de la pédagogie et dans les classes. Puis la deuxième, c'est celle qui me tient le plus à cœur, c'est la présence masculine aussi dans cet environnement pédagogique et dans cet accompagnement de la jeunesse au niveau de leur épanouissement culturel. Cachemire, on te laisse terminer avec quelques adjectifs, quelques mots de la fin. Je dirais visibilité. Visibilité. Oui, visibilité. Et j'ai envie de dire rassemblement. Ou un côté rassembleur, en fait. C'est ça, c'est l'afrodescendance et les jeunes. Voilà. On dit milieu éducatif, mais le but, c'est de faire connaître ces auteurs-là aux jeunes. C'est créer une génération qui sera plus ouverte et au monde qui existe et au monde qui l'entoure. Alors, avant de passer la parole au public, il reste 5 minutes. Mosaïque interculturelle, la petite minute publicitaire est au kiosque 17. Vous retrouvez donc toutes sortes de thématiques d'auteurs venant d'ailleurs, des auteurs afrodescendants, des auteurs maghrébins également. Vous y trouverez aussi des livres jeunesse, de la poésie. Et le kiosque 17, et on traverse et on va vers la droite et on longe le couloir. Ils sont à Ottawa, ils sont aussi disponibles en ligne. Je tiens à remercier le Salon du Livre qui nous donne cette possibilité de partager avec vous. Le public, on a besoin d'écoute, les auteurs, Cachemire. Et je remercie également le Conseil des arts du Canada que vous voyez là sur l'affiche et l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs aussi québécois, qui nous ont invités et qui ont permis cet échange. Et maintenant, 2-3 questions. Il nous reste
3 minutes. Quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? On te remercie aussi, Marie-Denise. Pardon? On te remercie aussi. Ah, merci, c'est gentil. Le Centre marocain qui nous a reçus pour l'enregistrement. Merci infiniment. Ok. Voilà. Non, pas de questions dans le public. Si c'est tout, encore une fois, le kiosque 17 et on vous y attend. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.